Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi, comment et quand travailler en mode manuel. Et tu verras que c'est assez facile. Allez, c'est parti! Alors souvent on entend des gens qui disent tout le monde est photographe jusqu'à ce qu'ils doivent faire des photos en mode manuel. Moi, c'est une phrase qui me semble horrible parce que d'abord, c'est pas vrai, puisqu'il y a des photographes très célèbres comme Sebastián Salgado qui travaillent en semi-automatique, priorité ouverture, priorité diaphragme. Deuxièmement, parce que cette phrase fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est très compliqué, donc ils abandonnent cette option et continuent en automatique simplement parce qu'ils pensent que, comme il y a des grands de la photo qui disent ça, ou des gens qui se croient grands de la photo qui disent ça, ils pensent que ça va être impossible. Et troisièmement, vis-à-vis de moi, moi quand j'entends quelqu'un qui dit ça, je dis ou il veut frimer, ou réellement pour lui c'était compliqué, donc on lui a peut-être pas bien expliqué, ou il a peut-être du mal à comprendre. En plus, si quelqu'un veut frimer avec le fait qu'il s'est exposé en manuel, dans ton appareil photo, tu as tout pour savoir exactement quelle est l'exposition, donc il n'y a vraiment rien à frimer, il suffit de savoir comment le faire, si un mec veut vraiment faire le mec qui sait, là, ok, sans appareil photo, sans photomètre, à l'œil nu, il dit voilà, il y a telle lumière. Alors il y a quand même des trucs, il y a la règle du Sony 16. Quand tu regardes le soleil à mi-journée à 1 125e de seconde à ISO 100, il est à f16, toujours. Et dans l'autre sens, c'est à f11. Donc le mec qui sait ça, déjà, ça peut aider. Mais enfin, le mec qui veut vraiment impressionner, il rentre dans un supermarché et puis il dit voilà, voilà les paramètres, il y a telle lumière. Et à chaque fois, il est ok. Là, je peux dire qu'il a une grande notion de la lumière. Mais avec un appareil photo en main, il n'y a vraiment pas de quoi frimer, Donc moi, mon idée, ça va être de t'expliquer comment travailler en manuel d'une manière facile et tu vas voir que ce n'est pas compliqué du tout, Alors d'abord, pourquoi travailler en manuel ? Parce qu'en fait, quand ton appareil photo travaille en automatique, il décide le diaphragme, il décide la vitesse, souvent il décide les ISO. Et en fait, ces trois critères vont affecter l'aspect de ta photo. Donc si l'appareil photo décide pour toi, il décide aussi l'aspect final de ta photo. Donc c'est important que ce soit toi qui décides. Alors cette décision, tu peux la prendre en semi-automatique, on en parlera un petit peu, et complètement en manuel. Et l'autre avantage, c'est que une fois que tu as obtenu l'exposition correcte pour ta photo et qu'il n'y a pas une lumière changeante, toute la série va être correcte. C'est-à-dire que tu n'auras pas de problème qu'un coup l'appareil décide un truc, un autre il décide un autre, en fonction de plusieurs trucs qu'on va voir. Donc ce qui est important, c'est que le manuel, ça va te donner une garantie de continuité dans ta série. Et c'est pour ça que je pense que le manuel, c'est quelque chose qui est très utile, mais pas forcément indispensable. Donc là, je me suis mis en extérieur pour l'introduction. Après, je vais me mettre dans le camion, parce que quand je vais te dessiner des trucs sur mon tableau, ça sera plus pratique. Voilà, on continue. Alors, le premier truc important, c'est qu'en travaillant en manuel, tu ne vas pas faire de meilleures photos. Tu vas faire des photos techniquement mieux exposées et des photos qui correspondent à ta décision. Mais tu peux te tromper dans tes décisions ou ne pas avoir bon goût ou n'importe quoi. Okay, donc, mais l'important, c'est la raison de travailler en manuel. Mais ce n'est pas parce qu'un mec dit qu'il travaille en manuel que c'est un meilleur photographe. Ce que ça va te permettre, c'est de prendre tes décisions. Parce qu'en fait, quand on travaille en automatique, c'est l'appareil photo qui décide pour nous. Alors, par exemple, si moi je me mets en mode automatique et je fais une photo de paysage, l'appareil photo sait que si la vitesse est trop basse, le risque c'est que la photo soit bougée ou il y ait trop de mouvement, donc il va garder une certaine vitesse. Il sait qu'à diaphragme maximum, le plus ouvert, la netteté n'est pas toujours la meilleure, donc il va fermer un peu pour être sûr. Donc tout ça va affecter le résultat de ma photo et l'aspect de ma photo. Et en fait, le diaphragme va avoir une influence sur l'aspect de ma photo, la vitesse aussi. Donc c'est très important que ce ne soit pas l'appareil photo qui prenne les décisions, mais moi. D'ailleurs, les appareils photo de nos jours, les trois quarts, ont des modes scène pour justement t'aider à prendre la décision, pas à prendre la décision, mais prendre la décision, que l'appareil photo prenne la bonne décision. Par exemple, tu lui indiques que c'est un portrait, eh bien automatiquement, il va essayer de mettre l'ouverture maximum pour qu'il y ait peu de profondeur de champ.
Si tu mets que c'est des feux d'artifice, par exemple, ben, elle va calculer une vitesse et un ISO, tout ça, parce que c'est de nuit, tout ça, ou des portraits de nuit, ou photos de nourriture, n'importe quoi. Il va calculer des paramètres préétablis par le fabricant pour que ça soit le plus proche possible de ce qu'on aime voir. Mais ce n'est pas toi qui prends la décision. Si par exemple tu mets un mode portrait sur ton appareil photo et toi tu veux que tout soit net sur la photo, ben avec le mode portrait tu ne vas jamais y arriver parce que dans la tête du fabricant et dans la tête de beaucoup, portrait égale à flou derrière la personne, donc ouverture maximum. Mais toi ce coup-là tu voulais justement pas ça, tu voulais que ça soit net derrière. Donc tu vois, si tu suis les automatismes de l'appareil photo, tu ne vas pas réussir à faire ce que tu veux. Et en fait, c'est toi qui dois prendre la décision. Donc, c'est la raison pour laquelle il est recommandé de travailler en manuel pour que la décision, tu la prennes. Alors, c'est vrai, on peut aussi travailler en mode semi-automatique, mais l'appareil photo peut se tromper dans le calcul. Ok ? Donc, quelle est la première chose qu'il faut faire ? Il faut d'abord configurer ton outil. Ton outil, c'est ton appareil photo. Mais dans l'appareil photo, il faut que tu configures l'outil qui te permet de mesurer la lumière. Et en fait, ça c'est le truc clé. Alors le premier truc que tu vas faire, c'est de localiser, trouver le manuel de ton appareil photo pour savoir exactement comment configurer ton appareil photo pour faire de la mesure. Alors moi, j'ai expliqué deux types d'appareils photo. Une méthode qui marche aussi bien en réflexe qu'en mirrorless et une autre qui correspond au mirrorless. Mais celle qui correspond au mirrorless, je la ferai très courte puisque c'est simplement un complément. Voilà. Alors, on va d'abord configurer l'outil. Quand tu vas regarder ton appareil photo, le menu, tu vas te rendre compte qu'à la partie exposition, ça te propose plusieurs trucs. Alors, je te les dessine. Normalement, 3, mais quelquefois 4. Ok, la plupart du temps, c'est 4. C'est la manière de mesurer. Alors ça, c'est central. C'est-à-dire que ça fait une mesure sur un point de l'ordre de 3 à 5% à peu près, suivant les appareils photo. Ça mesure la lumière au centre de la photo. Le 2, pondéré central, ça fait une moyenne de la lumière sur le centre et un peu autour du centre. C'est pas 30% de la photo, un truc comme ça. Voilà. Et après, tu as matriciel qui te fait une mesure sur toute la photo. Dans ce cas, si par exemple j'ai une photo d'une personne devant un fond noir, si le point coïncide avec son visage, eh bien ça va mesurer correctement pour son visage. Si le point il touche le côté noir, eh bien il va penser qu'il n'y a pas assez de lumière, il va augmenter la lumière et la personne sera cramée. Voilà. En pondéré central, ça sera peut-être équilibré. En matriciel, eh ben, peut-être que ça sera l'inverse. Il va dire, oh, il y a beaucoup de noir là, je vais monter la lumière pour qu'on voit mieux, puis la personne sera cramée. Ça sera peut-être un peu comme ça, ou à l'envers, mais enfin, il faut voir. Ok ? Donc l'important, il faut absolument que tu aies un outil de mesure précis. Et pour avoir un outil de mesure précis, le seul moyen, c'est ça. Mesurer spot, c'est-à-dire central. Pour que tu mesures exactement là où il faut. Ça veut dire que quand tu feras ta photo, tu vas décider sur ta photo, sur la scène que tu vois, quelle est la partie la plus importante. Celle où la lumière doit être correcte. Surtout, ni trop exposée, ni sous-exposée, ni surexposée. Ça, c'est super important. Et donc là, tu vas viser avec ton point central cette partie pour prendre la mesure. Mais là, on va voir ça après. Ok, mais enfin, c'est comme ça que ça va marcher. Je t'expliquerai après la démarche à suivre. Donc, tu dois configurer ton appareil photo, si c'est un réflexe, en point central. Si c'est un mirrorless, tu peux aussi le mettre en point central, mais on verra après qu'il y a une deuxième option. Mais la méthode, je vais t'expliquer parce que c'est quand même très similaire. Alors, faire une photo, c'est prendre une décision. Et là, tu dois décider l'aspect de ta photo. Il y a simplement deux choses à choisir. Ou tu penses que le plus important pour toi, c'est la profondeur de champ, c'est-à-dire que tout soit net ou seulement une partie soit nette. Ou pour toi, le plus important, c'est le mouvement dans la photo. C'est-à-dire ou que ça soit volontairement bougé, par exemple une rivière, ça fait tout flou parce que tout flou, l'eau soit bougée, le reste soit bien quand même. Ou quelqu'un qui court, il soit congelé en train de courir, ou au contraire avec du mouvement.
Et ça, c'est la décision principale. Quel est le plus important pour moi? La profondeur de champ ou le mouvement? Ça peut être les deux. Mais en principe, tu dois bien décider à un moment ou à un autre. Donc, tu dois décider en priorité l'un ou l'autre. Quand on travaille en semi-automatique, c'est ça. Par exemple, sur l'appareil photo, tu vois là, tu as mode automatique. Là, tu as mode A, priorité diaphragme, ouverture. Mode S, priorité vitesse, le temps. Mode M, manuel. Quand tu es en S ou en A, tu fixes un paramètre et l'appareil photo calcule l'autre. Quand tu es en M, toi, tu dois fixer les deux. Mais ce n'est pas parce que tu fixes les deux que ta tête va jouer sur les deux en même temps réellement. Toi, ta tête, elle va réfléchir en semi-automatique. C'est-à-dire, quel est le plus important pour moi? Le diaphragme, pour choisir ma profondeur de champ, ou la vitesse pour décider du mouvement ou de l'absence de mouvement dans ma photo. Ok? Donc ça, c'est vraiment le choix à faire. Quelquefois, on dit, ouais, mais je voudrais les deux. Eh bien, on verra comment on peut chevaucher un peu les deux. Mais normalement, il faut d'abord prendre une décision principale. Une fois que tu as décidé ça, on va voir ce qui se passe. Alors, dans ton viseur, tu as choisi ça. Tu vas voir que dans ton viseur, tu as des petits bâtons. Dans ton viseur, tu as ça. Ok? En général, dessous et quelquefois sur le côté. Je parle de cette partie avec les petits bâtons. Au centre, c'est 0, c'est parfaitement exposé. Ok? À droite, c'est surexposé. Et à gauche, c'est sous-exposé. Il y a quelques appareils photo qui ont à l'envers, mais ça peut rectifier. Tu recharges ton manuel, essaie de le mettre toujours à droite, parce qu'on explique toujours surexposition à droite et sous-exposition à gauche. Okay? C'est-à-dire que tu as un petit bâton suivant où tu vas te pointer sur la photo qui va se déplacer. Ok? S'il est au centre, c'est correctement exposé. S'il est à droite, c'est surexposé. S'il est à gauche, c'est sous-exposé. Et donc, tu vas toucher tes paramètres pour que le bâton soit correctement. Alors, le bâton, il peut être au centre, c'est parfaitement exposé. Si tu es en JPEG, c'est conseillé d'être au centre. Si tu es en RAW, puisque tu peux éditer derrière, c'est mieux d'être un petit peu à droite, un petit peu surexposé, parce que tu pourras récupérer les hautes lumières et tu auras plus de données, tu auras moins de bruit dans les ombres et plein de trucs comme ça. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que déjà, la vidéo, elle va être longue. Donc, si je rentre dans tous les détails, tu vas mourir là aujourd'hui. Il est fou, ce mec. Ok, moi, ça va pas. Même avec une vidéo courte, je peux être fou aussi. Ok, donc, important. Ça, c'est ton outil de mesure. Maintenant, on va voir la décision. Si l'important pour toi, c'est la profondeur de champ, ton critère de priorité, c'est le diaphragme. Si pour toi, l'important, c'est le mouvement, ton critère de priorité, c'est la vitesse, le temps. C'est très important parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas l'échelle des diaphragmes, ni l'échelle de la vitesse, ni même celle des ISO quelquefois. C'est très important que tu saches cette échelle et que tu l'apprennes. Tu vas voir, suivant les objectifs, alors il y a des limites, il y en a qui ont plus ou moins d'ouverture disponible, de diaphragme disponible, mais je vais te donner la base. Alors, on va partir de 1.0, 1.4, 2, 2.8, F4, 5.6, 8, F11, F16, S22. Ok. Allez, ok. Plus le numéro est petit, plus il y a de lumière. Ok? Plus le numéro est grand, moins il y a de lumière. Ok? C'est pas super écrit, mais enfin bon. Important. Là, la lumière, on la mesurera. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect. Plus le numéro est petit, moins il y a de profondeur de champ, PDC. Hein? Plus le numéro est grand, plus il y a de profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est quoi? Par exemple, si je fais une photo de mon doigt, si tout ce qu'il y a devant et tout ce qu'il y a derrière est net, il y a une grande profondeur de champ, profondeur de netteté en fait. Si ce qu'il y a derrière c'est tout de suite flou et devant c'est tout de suite flou, il y a peu de profondeur de champ. Donc si pour toi l'important c'est la profondeur de champ, tu vas choisir un numéro de diaphragme qui correspond à l'aspect que tu veux.
Beaucoup de gens semblent ignorer, ça ce sont les numéros entiers. Tu dis, mais c'est marrant parce que tu as mis 5, 6, mais j'ai pas le 6.4 et j'ai pas le 7.1. Pourtant, mon appareil photo, je l'ai. C'est bizarre, ou le 8 je l'ai, tu as mis, et le 11 tu as mis, mais 9 et 10 dans mon appareil photo, je l'ai, et toi tu l'as pas mis. Parce que ça sont les entiers. En fait, F4, c'est la moitié de la lumière de 2.8. Et 2.8, c'est la moitié de la lumière de F2. F2, c'est le double de lumière de 2.8. Donc souvent, il y a des gens qui disent, bah, c'est marrant, là, je suis sous-exposé, pourtant, j'ai seulement bougé de 5.6 à F8. Ben oui, mais tu reçois la moitié de lumière à F8 qu'à 5.6. C'est pour ça que pour affiner, sur ton appareil photo, il y a des tiers. F8, F9, c'est F8 plus un tiers de lumière, moins un tiers de lumière. F9, c'est F8 moins 2 tiers de lumière. Et F11, c'est moins un diaphragme entier de lumière. Donc ça, c'est important que tu le saches. Donc, tu vas choisir le diaphragme qui va te permettre une profondeur de champ. Il n'y a pas que le diaphragme qui a une influence sur la profondeur de champ. Il y a aussi l'optique que tu utilises. Plus il y a de millimètres, plus la profondeur de champ est courte. Plus c'est un télé, plus la profondeur va être courte. Si c'est un grand angle, elle sera plus longue. La distance entre le sujet et l'appareil photo, donc plus il est près, plus la profondeur de champ va être courte. Et aussi la taille du capteur. Mais enfin, la taille du capteur sur ton appareil, tu ne vas pas la changer. Donc, on va parler de ce que tu peux modifier sur ton appareil photo. Tu ne vas pas sortir faire de l'électronique et de la mécanique sur l'appareil photo. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est important. Donc, si pour toi l'important, c'est la profondeur de champ, tu vas travailler en fixant le diaphragme. Et tu joueras sur le reste qu'on va voir. Si pour toi l'important, c'est le mouvement, tu vas travailler sur la ligne du temps. C'est-à-dire, plus tu vas avoir une exposition qui est longue, plus ça va capter. Donc si quelqu'un marche, il sera bougé. Si c'est une rivière, elle sera bougée. Au contraire, plus le temps est court, plus ça va congeler l'instant. Donc je vais aussi t'écrire la ligne de temps. Alors là, j'écris la ligne de temps. Ok, depuis 1 seconde jusqu'à un 8 millième de seconde. Alors suivant les appareils photo, tous n'ont pas. D'abord, normalement, ça va jusqu'à 30 secondes et puis après, tu as un mode bulbe. Ça dépend des appareils photo, mais enfin, si tu laisses le doigt appuyé, la photo se fait tant que tu n'enlèves pas ton doigt. Après, le temps le plus court, ça dépend des appareils. Les appareils de débutants, une fois, c'est un 2 millième de seconde, un 4 millième et ceux de plus haut de gamme, un 8 millième, sauf s'il y a un obturateur électronique qui peut aller beaucoup plus vite. Mais enfin, on va parler des trucs mécaniques et normaux, ok? Le reste, c'est pas normal, mais c'est plus récent, ok? Donc, là, c'est pareil. Je t'ai mis les entiers, mais enfin, tout le monde sait que un quart de seconde, c'est la moitié de temps d'un demi-seconde, ou une demi-seconde, la moitié d'une seconde, ou un 250e de seconde, c'est le double de temps qu'un 500e de seconde. Voilà, bon, ok. Donc, ça, c'est plus facile. Là, j'ai aussi mis des entiers. Tu verras sur ton appareil, tu as aussi des fractions entières. Par exemple, tu as un 60, un 80, un 100 et ça saute à un 125. Donc, c'est pour ça, pour pouvoir peaufiner au maximum, tu as aussi des tiers. Mais ça dépend des appareils. Hein. Il y en a qui sont configurés en demi ou que des entiers. Mais enfin, tu peux regarder ton manuel pour l'ajuster. Ça veut dire plus la vitesse est lente, plus il y a de lumière. Ok, c'est-à-dire que plus tu laisses le temps ouvert, plus il y a de la lumière qui rentre. Plus le temps est court, moins il y a de lumière. Ok, moins de lumière. Plus le temps est long, plus il y a de mouvement. Tu vois, j'aurais pu être médecin, j'écris super. Hein, ok. Et plus le temps est court, moins il y a de mouvement. Alors attention, le mouvement, là je parle du mouvement de la scène. Si tu descends beaucoup la vitesse, évidemment toi aussi tu vas bouger avec ton appareil photo et ça peut faire un flou. Mais ça se trouve, la photo, il n'y a rien qui bouge sur la photo, mais pourtant elle est bougée. Oui, c'est toi qui bouges. Donc à partir d'une certaine vitesse, il faudra peut-être que tu mettes un trépied ou tu as un bon stabilisateur dans l'appareil, ok, ou dans l'objectif. Donc là on va parler de l'exposition. Voilà. Donc, tu vas prendre ta décision. Si ta décision pour toi, l'important c'est la profondeur de champ, l'important, c'est fixer le diaphragme. Si pour toi, l'important, c'est le mouvement, l'important, ça va être de fixer la vitesse. Voilà. Alors, comment ça serait? Eh bien, par exemple, je dis l'important, pour moi,
c'est, alors je me mets en mode manuel, l'important pour moi, le diaphragme. Là, je mets à F4. Ok, tu vois, F4. Et là, je vois que ça m'indique que je suis sous-exposé de diaphragme. Eh bien, je descends ma vitesse. 0. Voilà, je suis correctement exposé. Je peux faire une mise au point, voilà. Ok. Au contraire, je ne voulais pas être à F4, je voulais être à 5, 6. Ok. Là, ça m'indique que je suis un diaphragme sous-exposé. Je descends ma vitesse. Et là, ça me dit, je suis à un centième de seconde, je suis à 0,0, je suis, tu vois là, correctement exposé. Si moi, je voulais faire l'inverse, pour moi, l'important, c'est la vitesse. Je dis, ben moi, c'est important de ne pas être en dessous 1 125e de seconde. Tu vois, 1 125e de seconde. Eh bien, j'ouvre mon diaphragme. Pour qu'il soit à 0. Voilà, ça m'a mis à F4. Bon, là, c'était facile, c'était le même qu'avant. Ben, je voulais que tu es à 250, par exemple. Allez, hop. Ok. Là, je vois sous-exposé. Ben, j'ouvre mon diaphragme. Et là, tu vois, je continue à être sous-exposé. Je suis à 2.8, mais je continue à être sous-exposé. Qu'est-ce qui m'arrive là? Eh bien, il m'arrive tout bêtement que je suis arrivé à la limite de mon appareil photo. C'est-à-dire que cet objectif ne peut pas s'ouvrir à plus de 2.8. Donc, je peux dire oui, mais pourtant, moi, il me faut un 250e de vitesse. Parce que sinon, cette personne va être bougée sur ma photo. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai le joker. Et en fait, j'ai 2 jokers et demi. Alors, le demi, c'est mettre un trépied quand c'est toi qui bouge. Ok. Le premier joker, c'est les ISO. Alors les ISO, c'est augmenter la sensibilité. Alors je vais te les mettre 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Évidemment, ça peut monter plus haut. Il y en a qui partent à 200, il y en a qui partent à 50. Ça dépend des appareils photo, des modèles et tout ça. Ok. Là, j'ai mis les entiers, pareil, parce que j'ai mis 400 et 800, mais il y a des appareils qui te font 500 et 600, ok. Ou j'ai mis 800 et 1600, il y en a qui font 1250 et je ne sais plus quel autre intermédiaire qu'il y a, ok, bon voilà. Donc, je t'ai mis les entiers, c'est pareil. Là, si je mets 1600, ça captera le double de lumière qu'à 800. Et 400, la moitié qu'à 800, ok. Alors, important, qu'est-ce que c'est que ça que les ISO? Alors, il y en a qui... Si je explique en musique, il y en a peut-être qui vont comprendre, d'autres qui vont de quoi ils me parlent. Imagine que tu as une partition en clé de sol, que toutes les notes sont tellement graves qu'elles sont toutes en dessous la portée. Elles sont toutes dessous la portée, donc c'est illisible, tu vois plus les lignes, tu es perdu, voilà. Okay. Eh bien, au lieu d'être en clé de sol, tu passes sur une clé de Fa, ça va te déplacer le Fa, et ça va te permettre d'avoir toutes tes notes à nouveau dans la portée, donc c'est plus lisible. Et bien là c'est pareil. Comme là je ne peux pas descendre plus ouvert que 2.8, il faut que je transpose tout mon système pour pouvoir être correctement exposé à la vitesse que je voulais. Alors, comment je vais faire? Eh bien là je voyais que j'étais... Alors je vais te le faire un peu plus compliqué. On avait mis 250, je vais le forcer un peu pour que ça soit encore plus flagrant. Je vais me mettre que je veux une vitesse minimum de 1 500e de seconde. Ok. Tu vois que là, je suis à moins combien que je vois pas bien là. Je suis à moins 1.7 et je ne peux pas plus ouvrir. Eh bien, je vais déplacer mes ISO. Par exemple, j'augmente. Ok. Et là, tu vois que maintenant, je suis correctement exposé. J'ai augmenté, là je suis à 1600 ISO, je ne sais plus ce que j'ai mis, parce que ça a un fond noir et tout, peu importe. Mais j'ai augmenté de 2 sauts mes ISO. Résultat, maintenant, j'ai de la marge pour bouger mon diaphragme. Je reste mon diaphragme au plus ouvert, mais j'ai réussi à avoir la vitesse que je voulais. Ah, il y a des cas où c'est dans l'autre sens. Tu dis, attends, mais là, par exemple, je suis à 1.4 d'ouverture ou 2.8.
Et moi, il me faut une vitesse d'1 seconde parce que je veux peu de profondeur de champ et je veux qu'il y ait une vitesse lente parce que je veux que l'eau de la rivière soit bougée. Mais là, je ne peux pas descendre en dessous ISO 100 par exemple. Mon appareil, ça commence à 200, mais par exemple, je ne peux pas descendre en dessous ISO 200 ou ISO 100. Que puis-je faire? Eric, aide-moi, je suis perdu. Eh bien, il ne te reste qu'une option, c'est mettre des lunettes de soleil à ton objectif. Il existe des filtres, ça s'appelle des filtres de densité neutre, qui sont en fait des filtres teintés, qui vont te couper la lumière. Si moi, par exemple, à 1 seconde et 2.8, j'étais surexposé de 3 diaphragmes, si je mets un filtre qui coupe 3 diaphragmes de lumière, eh bien, je serai correctement exposé sans avoir à toucher ni ma vitesse, ni mon diaphragme. Voilà. Donc, les deux jokers sont les ISO, quand tu ne peux pas ouvrir plus, ou quand tu ne peux pas descendre plus la vitesse parce que la photo va être bougée, par exemple, et le fil de densité neutre, quand là, tu ne peux pas ouvrir plus le diaphragme ou monter plus la vitesse, parce que ça pourrait être aussi monter plus la vitesse. Par exemple, tu es déjà à 8 millième de seconde, tu ne peux pas monter plus, c'est encore trop de lumière et tu ne veux pas toucher le diaphragme. Eh bien, tu n'as pas d'autre choix que mettre des lunettes de soleil, c'est-à-dire un filtre de densité neutre à ton objectif. Alors, les ISO, plus l'ISO est bas, moins ça prend de lumière, si tu veux. Plus l'ISO est haut, plus ça va recevoir de lumière additionnelle, ok, sensibilité, donc moins sensible, plus sensible. Plus l'ISO est bas, moins il y a de bruit. Alors le bruit, c'est des petits points qui apparaissent sur ta photo. Plus l'ISO est haut, plus il y a de bruit, mais attention, beaucoup de gens pensent que la raison numéro 1 du bruit, ce sont les ISO élevés. En fait, c'est faux. La raison numéro 1 du bruit, c'est la sous-exposition. C'est-à-dire que si tu sous-exposes, il n'y aura pas d'infos dans les ombres. Et quand tu vas mettre ta photo sur ton ordinateur que tu vas vouloir éclaircir, eh bien, en augmentant la luminosité, ça va créer du bruit. Donc, c'est toujours mieux d'être plus élevé en ISO pour être bien exposé que de rester trop court. Parce que là, tu vas créer du bruit au moment d'éditer la photo. Okay, donc, n'aie pas peur de monter en ISO, mais sans exagérer. Pourquoi? Parce que plus l'ISO est bas, plus il y a de rang dynamique, RD, et plus les ISO sont élevés, moins il y a de rang dynamique. Ça veut dire quoi? Ben, par exemple, je suis à ISO 100 et je vois les nuages et je vois qu'il y a des textures, tout ça. Je m'y mets à ISO 6400 et là où avant à ISO 100 j'avais de la texture, maintenant j'ai tout blanc, j'ai un trou. Parce qu'en fait j'ai diminué le rang dynamique. Donc ça veut dire les ISO, il faut les augmenter seulement dans le cadre du absolument nécessaire. Tu ne mets pas plus de sel dans la soupe au cas où ça serait un peu fade. Non, tu goûtes et tu mets le sel nécessaire. Là c'est pareil. Tu regardes. Tu es trop court sur un des critères et ta seule solution c'est d'utiliser le joker des ISO, tu augmentes le juste et nécessaire. Ni trop court, ni trop élevé. Ça c'est important de mettre l'ISO correct. Ok? Donc la méthode pour travailler est facile. Apparemment. En fait elle est facile. Le problème c'est que les 3/4 des gens ne connaissent pas le système. Et ils pensent que travailler en manuel, c'est tout toucher en même temps. En fait, même si tu travailles en manuel, ta tête elle va travailler en semi-automatique, toujours. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi ne pas travailler en semi-automatique? Ben si, tu peux travailler en semi-automatique, mais quel est l'inconvénient? Là, je suis en semi-automatique et je fais du paysage. Voilà. Je mets en priorité ouverture parce que je veux la profondeur de champ X. Et l'appareil photo va calculer la vitesse. Mais là, je ne suis pas sur un trépied, je fais la photo comme ça. Tout d'un coup, mon appareil photo, il vise un arbre. Il calcule l'exposition pour cet arbre. Et puis après, mon appareil photo, j'ai pas fait gaffe, j'ai bougé au moment de calculer et j'ai visé un nuage. Donc il expose pour le nuage. Donc maintenant, il va peut-être sous-exposer et mon arbre, il va être tout sombre.
Tu pourrais te mettre en matriciel et que ça fasse une moyenne de tout, mais peut-être qu'il y a toute une zone qui est beaucoup plus d'une différence de lumière trop élevée, ou il y a un contre-jour ou n'importe quoi. Donc, en semi-automatique, s'il se trompe d'une manière constante, tu as une compensation. Tu veux dire, ouais, ok, tu as calculé ça, mais donne-moi plus de lumière, plus 1, plus 2, ou donne-moi moins de lumière, moins 1, moins 2. Mais c'est aussi rapide de travailler en manuel et jouer sur le paramètre que tu veux utiliser pour corriger. C'est-à-dire que si ta priorité c'est le diaphragme, tu joueras sur la vitesse. Et si la priorité c'est la vitesse, tu joueras sur le diaphragme. Okay. Alors évidemment, il y a des moments où les deux se mélangent. Mais dans l'ensemble, travailler en semi-automatique, quand est-ce que tu peux travailler en semi-automatique? Par exemple, si tu as des situations instables, imagine tu es en train de faire de l'extérieur, puis il y a des nuages qui passent, un nuage qui vient, un autre, et tu ne peux pas être tout le temps en train de corriger. Donc, tu dis, bon, je vais laisser que l'appareil, je vais fixer le facteur qui m'intéresse, la vitesse ou l'ouverture, et puis l'appareil photo va calculer le reste. Il ne faut pas oublier qu'un appareil qui se trompe ne se trompe jamais autant qu'un photographe qui se trompe. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Voilà. Mais l'avantage de travailler en manuel, c'est que si tu as une situation de lumière constante, une fois que tu as fait la mesure où tu veux, voilà, je veux que cette partie de la photo soit correctement exposée. Après, tu as mis ton paramètre. Peu importe comment tu cadres, peu importe où tombe le point de calcul de la lumière, ça n'a aucune importance. C'est bon, la lumière est calculée. Tu ne te trompes plus, tu vois? Donc ça, c'est un gros avantage. Voilà. Si tu travailles avec des flashs, par exemple, tu veux que la lumière, tu ne peux pas faire le calcul. Je ne parle pas en TTL qui fait un pré-flash, je parle en flash manuel. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas le coup de flash, ton appareil ne peut pas mesurer parce que la lumière n'est pas encore là. Donc si tu as pu calculer ou tu l'as fait au pif ou après les premières photos tu as ajusté ou tu avais un photomètre, une cellule manuelle, une fois que tu as fixé ton ouverture et ton diaphragme et ta vitesse, tu n'as plus rien à toucher, c'est bon, tu vois. C'est important de savoir le faire en manuel parce que ça va t'apporter énormément de choses dans ton style de photo parce que ce sera toi qui décideras de l'aspect final et non pas l'appareil photo. Alors, là, je t'ai parlé de la mesure avec un appareil photo réflexe. Si tu vas utiliser un appareil photo mirrorless, tu peux faire exactement de la même manière avec un point unique qui va te permettre de mesurer où tu veux. Mais l'avantage des mirrorless, c'est que le capteur reçoit la photo avant de faire la photo. Sur un réflexe, ce que tu vois, c'est ce que voit un miroir. Après, le miroir se lève et ça fait la photo. Et c'est là vraiment que le capteur reçoit l'information. Donc, il peut se tromper. Il ne sait pas d'avance. Peut-être qu'au moment de monter le miroir, finalement, il y a eu un changement et tout. Même une fraction de seconde, ça peut changer en mirrorless aussi. Mais enfin, tu n'as pas forcément la mesure exacte. Quand tu es en mirrorless, tu as l'option de voir en temps réel sur l'écran comment ça va se passer. Donc, si tu vas faire en temps réel, ce qui t'intéresse, c'est pas de savoir un point précis de la photo, mais d'avoir une mesure sur toute la photo. Dans ce cas-là, tu vas te mettre en matriciel. Alors, je vais te mettre un lien par là qui correspond à une explication sur mon Olympus de comment ça se configure. Mais il existe des systèmes similaires sur Fuji et aussi sur Sony, enfin sur la mirrorless, et puis aussi sur les nouveaux Z de Nikon et les nouveaux R de Canon. Donc, c'est un truc important à savoir que tu peux avoir en temps réel. Alors, comment ça se passerait si je suis en temps réel? Je vais te montrer. Regarde mon appareil photo. Quand je suis surexposé, comme tu vois, ça se met en orange. Quand je suis, tu vois là, la zone orange, là, tu as un reflet là. Okay. Quand je suis sous-exposé, quand je suis sous-exposé, comme tu vois, il y a le reflet là, ok. Quand je suis sous-exposé, comme tu vois, ça se met en bleu, ok. Donc là, je vais te le lien, et ça veut dire que ça va te permettre de savoir en temps réel. Donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rapide, puisque tu n'as pas besoin de viser, savoir la mesure à tel endroit. Simplement, tu cadres ta photo et tu vois en temps réel là où ça va être sous-exposé ou surexposé.
Et donc en temps réel, tu vas pouvoir ajuster exactement ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça que moi, je préfère les mirrorless. Parce qu'au niveau de la mesure de lumière, tu l'as en temps réel. C'est pratiquement impossible de tromper d'exposition sur un mirrorless s'il est configuré comme ça. Et au moins, ça t'aide à prendre la décision. Par exemple, je fais un paysage et je sais d'avance si le nuage il va être cramé ou pas. Je sais d'avance si le petit arbre dans un coin il va être tout noir ou pas. Et je vais décider, je peux dire, ben, je ne peux pas voir les deux. Parce que souvent, le rang dynamique d'un appareil photo n'est pas forcément suffisant pour couvrir les deux. Tu ne peux pas voir et le nuage qui est bien et le petit arbre qui est bien. Donc, tu choisis lequel des deux est le plus important. Ou faire un truc à mi-chemin, c'est-à-dire que j'ai un petit peu de orange, donc surexposé dans mon nuage, et un petit peu de bleu dans mon arbre. Et puis, je choisis, plutôt d'avoir l'un tout orange et l'autre bien, ou l'un bien et l'autre tout bleu. Enfin, peu importe. Donc, je parle au niveau des avis de couleur, évidemment. L'un bien exposé, l'autre sous-exposé, ou l'autre bien et l'autre surexposé. Donc, ça va te permettre de choisir en temps réel. Donc, c'est pour moi le gros avantage du mirrorless, c'est la manière de mesurer. C'est pratiquement, si tu as configuré comme ça, c'est impossible de te planter sans le savoir, en tout cas, sur l'exposition. Alors, ça, c'est le gros avantage. Dans ce cas-là, si tu travailles au mirrorless et tu vois ça, ben, je te passe le lien, tu te mets en matriciel et tu sauras en temps réel la mesure sur toute ta photo. Donc, ça va vraiment t'aider à faire une exposition correcte. Autre méthode pour apprendre à faire tes photos. Maintenant que tu sais ça, il va falloir que tu t'entraînes. Parce qu'évidemment, la théorie, c'est un truc, mais la pratique, c'est important. Il faut que tu t'entraînes sur plusieurs choses. Premièrement, il faut que tu saches l'aspect final de ta photo suivant ta décision. Donc, tu vas d'abord commencer à t'entraîner sur la profondeur de champ. C'est-à-dire que tu vas mettre plusieurs bouteilles ou des trucs sur une table, n'importe quoi. Et tu vas faire même tu peux mettre sur un trépied l'appareil photo pour que la prise se fasse exactement du même endroit. Et tu vas faire une photo à 2.8. Bon, si tu peux ouvrir à 2.8, si tu commences à 3.5, bah à 3.5. Hein. À 3.5, à 4, à 5.6, à 8, à 11, à f16, à f22. Et tu vas comparer tes photos, voir la différence de profondeur de champ. Ce qui te permettra que la prochaine fois que tu vas faire une photo en manuel, tu dis bon, moi, je vais me mettre à f4 parce que c'est la profondeur de champ que j'aime. Mais tu as une aide. Bon, pas sur les appareils photo de base, mais sur les autres, oui. Quand tu vas regarder dans ton appareil photo, tu vas dire c'est marrant parce qu'Eric il m'a dit ça. Et puis là, je suis à 2.8, je vois une profondeur de champ courte. Je me suis mis à f16 et la profondeur de champ est aussi courte. Pourtant, il m'avait dit que. Mais quand je fais la photo, non, la profondeur de champ finalement elle est bien. À quoi c'est dû ça? Eh bien, c'est dû simplement parce que quand tu fais ta photo, ton appareil photo a besoin de, quand tu fais la mise au point, a besoin d'un maximum de lumière. Donc, il va toujours ouvrir le diaphragme au maximum pour recevoir le maximum de lumière. Et ça, c'est ce que tu vois dans le viseur. Donc, si par exemple, tu te mets à f8 et que ton appareil photo, le diaphragme peut ouvrir à 2.8, ton objectif à 2.8, au moment de faire la mise au point, il va se mettre à 2.8. Donc, ce que tu vois, c'est une profondeur de champ de 2.8. Et au moment de déclencher, il va se refermer à f8 et il va faire la photo. Donc, pour ça, il y a un bouton qui est là, souvent, ça dépend des appareils photo, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui sont programmables, mais il y en a qui utilisent une touche de fonction, puis tu la programmes, ok. Donc, quand tu vas appuyer sur ce bouton, dans mon cas, eh bien, je fais la mise au point, sans appuyer sur le bouton, il prend toute la lumière, et quand j'appuie sur le bouton, il va fermer le diaphragme à ce que j'avais mis. Par exemple, là, au moment de la mise au point, il a 2.8, mais au moment d'appuyer sur ce bouton, il se met au f8 que j'avais programmé. Comme ça, je vois d'avance la profondeur de champ réelle. Si ton appareil photo est vraiment de base et il ne l'a pas, ben, tu ne sauras pas, avant d'avoir vu la photo finale, ce qui se passe, quoi. Voilà. Ça peut être un problème. Voilà, ça c'est une des raisons pour laquelle en regardant, tu ne vois pas de différence de profondeur de champ. Donc n'oublie pas d'appuyer sur le bouton pour voir la réalité. Donc il faut absolument que tu t'entraînes pour savoir. Deuxièmement, au niveau de la vitesse, c'est la même chose. Tu vas faire des photos avec des gens en mouvement ou des trucs en mouvement et tu vas voir suivant à quelle vitesse ça va être congelé ou pas congelé. Tu auras du mouvement ou tu n'auras pas de mouvement. Et après, n'oublie pas que à basse vitesse, toi, tu risques de bouger. Et ça veut dire que tu vas provoquer, toi, un flou de bouger de ta part. Donc, il y a certaines fois où il faudra que tu mettes un trépied ou que tu conserves une certaine vitesse
pour ne pas que ça ne soit pas bougé. Dans ce cas-là, il faudrait que tu montes les ISO ou tu mettes un trépied, quoi. Voilà. Donc, c'est très important que tu t'entraînes pour voir les résultats. En fait, ce qui est difficile, c'est pas d'exposer. Hein. Sinon, ce qui est difficile, c'est de prendre la décision et suivant la décision que tu as prise, paramétrer la profondeur de champ ou paramétrer la vitesse et utiliser tes jokers, ça peut être les ISO, ou ça peut être le filtre de densité neutre, ou le trépied, tout ça. Voilà, donc ça va être le compliqué. Mais pour ça, il faut absolument que tu t'entraînes. Pour t'entraîner, il y a une méthode tout simple. Si par exemple, tu dis oui, mais moi je pars de combien là je me mets à F8, déjà tu as le petit bâton qui se déplace, qui va t'indiquer si c'est correctement exposé. Mais tu as une méthode toute simple, c'est de te mettre en automatique. Alors je vais me mettre en automatique là, ok. Je vais faire une photo. En face, ok, hop. Alors, peu importe la photo. Voilà la photo. Ok, je vais prendre les informations techniques. Il m'indique que il a fait la photo à 7.1 d'ouverture de diaphragme, 1/500 de seconde à ISO 200. ISO 200, c'est le minimum sur cet appareil photo. Alors je veux dire, voilà, ça c'est ce qu'il fait tout seul. L'appareil photo, quand il prend sa décision, il fait ça. Ok. Pour que les calculs soient plus simples, je ne vais pas te donner 7.1, je vais te donner F8. Imagine qu'il a fait la photo à 1/500 de seconde et à F8. Tu dis, c'est bien ça, mais moi j'aurais voulu 2.8 parce que je prends de profondeur de champ. Eh bien, tu calcules. 2.8. Il a fait F8. Tu voulais être à 2.8. Ça fait F8, 5.6, 1 saut. 5.6, F4, 2 sauts. F4, 2.8, 3 sauts. Il avait fait à 1/500 de seconde. Donc, si j'ouvre de 3 sauts, il va rentrer beaucoup plus de lumière. Il faut que je compense en montant la vitesse. 1/500, 1 millième, 1 saut. 1 2 millième, 2 sauts. 1 4 millième, 3 sauts. C'est-à-dire que j'aurai la même exposition, mais je serai à 2.8 au lieu d'être à F8. Donc tout simplement, en utilisant mon appareil en automatique, j'ai vu les décisions qu'il a prises, avec une exposition qui me semble correcte. Et à partir de ça, je vais travailler ma partie, c'est-à-dire je vais dire, bon voilà, je vais calculer, je vais rechanger ça, je vais fixer mon paramètre d'ouverture de diaphragme à ce qui me plaisait, voilà. Ça aurait pu être à l'inverse. Il a fait la photo à 1/100e et j'aurais pu dire oui, mais c'est une voiture qui passe, mais il aurait fallu un 4 millième. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais fait les sauts inverses, j'aurais dû être à 2.8 par exemple, un 4 millième. Et s'il a fallu que je sois à 2.0, mon objectif n'ouvre pas à 2.0. Il aurait fallu que je sois à 2.0, il ouvre qu'à 2.8. Eh bien, tu n'as pas eu d'autre choix si tu voulais être à un 4 millième de seconde, ou descendre à un 2 millième et peut-être que la voiture aurait été bougée, ou dans ce cas-là, tu aurais monté les ISO de 100 à 200, par exemple. Voilà. Donc, tu aurais joué sur tous ces paramètres. Alors, surtout, il faut que tu t'entraînes. Deuxièmement, n'oublie pas qu'un appareil photo qui se trompe ne se trompe jamais autant qu'un photographe qui se trompe. Donc, si tu es dans un moment clé, il n'y a aucune honte à te mettre en automatique ou en semi-automatique. Ne va pas louper la photo, si c'est la photo de ta vie ou un mariage d'un ami ou n'importe quoi, simplement parce que tu as voulu ne pas te planter, faire du manuel et tout, et puis résultat, tu t'es tellement planté que ça ne vaut pas du tout le coup. Hein. Tu as un gros trou blanc au lieu d'un nuage, le marié envoie une tête toute blanche au milieu d'un truc complètement noir qui est son vêtement, ou n'importe quoi. Tu vois. Donc, c'est important de savoir quand apprendre. Tu t'entraînes avec de l'eau gazeuse, quoi. Tu ne t'entraînes pas directement avec les produits chimiques. Ben là, c'est pareil, ok. Donc, c'est important que tu t'entraînes. Et tu vas voir que travailler en manuel, ça va t'ouvrir plein de nouvelles portes. Beaucoup de gens me disent, bah ouais, quand je fais un portrait, quelquefois, j'arrive à voir les flous de fond et d'autres fois, j'arrive pas. Mais comment ça se passe ça? Tu dis, ah mais je suis en automatique. Ah oui, parce qu'il y a des fois, ton appareil prend une décision, puis d'autres fois, il en prend une autre. Si par exemple, tu fais un portrait à midi en automatique et en extérieur et tu n'as pas mis le mode portrait, eh bien lui, il va voir qu'il y a plein de lumière, il va fermer le diaphragme, il va monter vitesse, il va tout faire. Et comme il va fermer le diaphragme, tu auras plein de profondeur de champ et ça va pas être bon. Puis tu fais le même portrait à 8h l'après-midi au coucher du soleil, ou quand il y a peu de lumière,
eh bien, il ne pourra pas trop descendre la vitesse parce que ça va être bougé. Donc, il va ouvrir le maximum le diaphragme et tu dis, ah bah c'est super, le fond il est flou. Ben ouais, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit un portrait, si tu n'avais pas mis en mode portrait. En tout cas, simplement parce qu'il a joué la sécurité, puis tu es passé là au bon moment, quoi. Hein. Par contre, si tu étais en manuel, tu saurais que pour ce type de choses que tu veux faire, c'est un portrait avec un flou derrière, ben, il faut que tu ouvres plus, tu vois. Et donc, c'est plein de critères que tu vas pouvoir décider toi. D'où l'avantage de travailler en manuel. Alors, je sais que certains vont dire, mais il n'a pas parlé de l'histogramme. C'est volontaire. Je ferai une vidéo séparée sur les histogrammes parce que ça, c'est déjà assez long. Un histogramme, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu mets voilà, la photo, tu as un diagramme, un histogramme qui t'indique où sont les pics de lumière et les ombres. Mais un histogramme, si on ne sait pas le lire, on peut se planter. On peut penser que c'est surexposé, en fait ce ne l'est pas, ou c'est sous-exposé, ce ne l'est pas. Il y a les histogrammes simples, après il y a ceux qui sont en RGB, RVB comme on dit en français, avec les 3 couleurs, qui t'indiquent quelles sont les zones surexposées, sous-exposées et tout ça. Mais il faut vraiment savoir le lire parce que c'est facile de se tromper. Et je ferai une vidéo séparée pour expliquer ça parce que c'est quand même un truc à part. Et pour l'instant, on ne va pas tout mettre d'un coup, on va y aller petit à petit parce que je pense qu'il y a déjà énormément d'informations. Alors ça, évidemment, tout ce que j'ai raconté, c'est pour travailler sans flash. Parce qu'avec flash, ça se complique, il y a la vitesse maximum de synchronisation, il y a plein de trucs. Bon, si ça peut t'intéresser, pour ça, j'ai un cours de photographie en vidéo, erigibo.com/fr/cours en ligne sur l'utilisation d'un flash déporté. Mais bon, là, c'est la base. On ne va pas compliquer tout de suite parce qu'avec flash, il y a encore plus de critères. Enfin, c'était pour démarrer. Voilà. Alors, cette vidéo est assez longue. Il y a plein d'autres choses que je pourrais te raconter. D'ailleurs, c'est une partie de mon cours de photographie en vidéo d'initiation que j'ai sur erigibo.com/fr/cours en ligne. Donc ça, c'est une partie de ce cours que je t'explique là parce que je pense que c'est indispensable et les gens en ont vraiment besoin. Je t'en fais cadeau là, pas du cours, tu peux acheter en ligne si tu veux, mais de cette partie. Parce que je pense que tant que tu n'auras pas compris comment marche un appareil photo en automatique, en semi-automatique, c'est compliqué de travailler en manuel. Mais je pense qu'avec cette explication, même si elle est longue, et plein de paramètres, tu vas te rendre compte qu'en étant méthodique, c'est facile. Je décide quel est l'aspect important de ma photo, le mouvement ou la profondeur de champ. Ok, si c'est le mouvement, je fixe la vitesse. Si c'est la profondeur de champ, je fixe le diaphragme. Si c'est les deux, on va d'abord s'entraîner sur l'un des deux. Hein, ok, important. Après, j'ai mon joker, qui est les ISO principalement, le filtre de densité neutre de temps en temps, et troisièmement, appuyer l'appareil photo dans certains cas. Okay. Mais si tu appliques la recette d'une manière systématique, disciplinée, travailler en manuel, c'est facile et ça va t'apporter énormément de possibilités. Tu te le prends tranquillement, tu t'entraînes. Important, n'oublie pas, configurer correctement ton appareil photo. Voilà. Bon, il y a plein de choses que je pourrais rajouter, plein de choses, des critères supplémentaires, tout ça, mais je crois que là, c'est quand même la base pour apprendre à mesurer facilement la lumière en manuel et pourquoi travailler en manuel. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux, dans les groupes de Facebook, les trucs comme ça, sur ton mur, où tu veux, ou l'envoyer à des gens. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Il y a un bouton par là et aussi une petite clochette. Si tu appuies dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com ou mettre un commentaire dessous. S'il te plaît, n'envoie pas de WhatsApp. Il y a des gens qui envoient des WhatsApp et à n'importe quelle heure, c'est de la folie. Et dessous, j'ai aussi mis des liens de mon matériel sur Amazon et des liens d'autres parties de ma chaîne YouTube. Allez, merci, au revoir, bonne journée.